Bonsoir, bonsoir à vous et bienvenue à ce direct sur les 12 choses qui mènent au divorce. J'ai pris la parole tout de suite juste pour informer Armand que la musique qui passe, c'est juste pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir partager et se connecter aussi. Donc nous sommes déjà là, nous sommes déjà en place. Juste le temps que les partages soient faits, nous allons commencer dans quelques minutes. Donc nous nous offrons ce petit moment pour permettre aux uns et aux autres de partager un maximum. Partager un maximum. Et je vais vous expliquer pourquoi il est nécessaire de partager un maximum tout à l'heure. Donc continuons à écouter notre petite musique en attendant. Alors je reviens parce que je crois que chacun veut me voir. Comme le générique qui passe là ressemble à la fiche que nous avons utilisée pour, pour communiquer sur cet événement, pour communiquer sur ce partage que nous voulons avoir. Je crois que chacun me demande, je ne te vois pas, je ne vois rien, ainsi de suite. Merci Armand, merci Blaise, mon petit frère, merci d'être là, Elvie, Égide, Kofi. Yolande, merci d'être là. Partageons un maximum parce que les couples souffrent aujourd'hui. Le problème du divorce dans les couples, c'est grave, mon frère. C'est extrêmement grave. Si on n'en parle pas, si on n'attaque pas ce problème vraiment de front, on risque de beaucoup souffrir. Aujourd'hui, les chiffres sur le divorce sont effrayants. Un ami avocat m'a confié un jour que sur 100 dossiers qu'il reçoit dans les affaires, il appelait ça les affaires civiles, je crois, près de 80% portent sur le divorce. C'est-à-dire que les problèmes d'escroquerie, des choses comme ça, c'est marginal par rapport au divorce. Ce qui fait que certains hommes de loi peuvent même se donner comme objectif, comme mission, comme boulot de travailler pour le divorce, travailler pour le travail, pour faire divorcer les gens ou bien pour les réconcilier. Nous sommes du côté de ceux qui veulent réconcilier les gens, ramener les gens ensemble. Bonsoir Nocéline et bienvenue. Bonsoir Odette aussi. Donc nous sommes là pour aider les gens à rester ensemble. Notre objectif n'est pas d'aider les gens à divorcer. Lorsque je suivais mon enseignement sur le conseil conjugal au CFD de Bruxelles, il y a un enseignement qui était précis, qui était sur comment accompagner les gens au divorce. Ça veut dire que le divorce est tellement entré dans les mœurs qu'on s'organise même à aider les gens à divorcer tranquillement. C'est une expression très compliquée pour nous, à famille, à cœur. C'est extrêmement compliqué. Quand nous accompagnons des gens au mariage et qu'on arrive à une situation où le couple décide qu'ils vont se séparer, pour nous, c'est comme un deuil. Ça n'a jamais été reçu comme une grande nouvelle. Nous concevons toujours le divorce comme vraiment quelque chose de difficile, quelque chose de fatal pour la relation conjugale. Donc c'est ce qui a expliqué qu'aujourd'hui nous décidions de parler de ces 12 choses qui mènent au divorce. Parce qu'il y a des gens qui arrivent au divorce, pas parce qu'ils ont préparé leur esprit à aller au divorce, pas parce qu'ils
ils se mariaient dans l'intention de divorcer. Mais il y a un certain nombre de choses qui se font de façon parfois insidieuse. On ne se rend même pas compte qu'on est en train de poser des actes qui nous mènent progressivement vers le divorce. Et il faut que nous connaissions ces 12 petites choses. Il y en a des centaines, mais nous avons choisi 12 petites choses sur lesquelles nous avons pensé qu'il faut qu'on discute aujourd'hui, qu'on parle aujourd'hui pour aider les gens à ne pas sombrer dans le divorce. Partager, partager, partager. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment on partage. Il y a souvent un bouton partager en bas. Vous cliquez dessus. Partager ne veut pas dire partager seulement sur votre profil, mais il faut aussi partager dans les groupes que vous fréquentez. Et puis il y a aussi un bouton qui permet de faire le partage individuel. Vous invitez chaque ami à suivre ce direct. Merci à mon petit frère d'Allemagne, Liod. Bienvenue à ce partage. Continuez à partager aussi. Nous ne sommes que 7 actuellement en train de suivre cet élément. Mais si je vous disais que les statistiques disent que 50% de couples arrivent au divorce à la fin. Vous comprenez qu'il faut partager au maximum. On ne peut pas imaginer que des gens se marient comme ça. Nous faisons des fêtes tout le temps. Mais qu'il y a 50 qui vont arriver au divorce. J'ai quelques rappels là-dessus que nous allons voir tout à l'heure. Mais je voulais commencer par quelque chose qui m'a préoccupé. Tout à l'heure, quand je venais, je m'installais pour commencer ce direct avec vous. J'ai lu un message sur Facebook. Il y a des gens qui écrivent des messages comme ça. Parfois, c'est ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils croient. Ils écrivent comme ça à la volée. Mais ils ne savent pas quelle est l'incidence de ces messages sur les autres qui les lisent. Je vous donne un exemple tout simple parce qu'il me concerne un tout petit peu. Vous avez quelqu'un qui poste que sur Internet, maintenant, il y a tellement de coachs qu'on ne sait même plus à qui on doit s'adresser. Et ce n'est pas parce que la personne pense vraiment aux personnes qui sont coachées ou qui cherchent à être coachées, mais il y a comme une envie de dévaloriser le métier de coaching. Et je me suis dit, parlons-en. Parlons-en. Moi, je suis conseiller conjugal et de ce fait, avec mes formations et tout, j'ai le droit de m'appeler coach conjugal pour ce que j'ai déjà fait, pour ce que je connais et pour ce que je vais encore faire. J'ai le droit de m'appeler coach conjugal. Mais de lui-même. Quand vous voyez les entraîneurs internationaux de football, les plus grands entraîneurs de football ne sont pas forcément ceux qui ont fait des preuves dans le football. Parfois, c'est des gens qui n'ont même pas pratiquement joué au football. Ils n'ont pas été des footballeurs extraordinaires. Mais ils ont réussi en apprenant les petites ficelles dans le football, à savoir comment apporter à l'autre ce dont il a besoin pour sortir le meilleur de lui-même. Moi, je fais le mentoring. Et à ce titre-là, j'ai quelques enfants avec qui je travaille. Je les appelle enfants parce qu'ils sont mes disciples, donc les gens qui sont en bas de moi. Mais en même temps, je fais aussi le coaching où je donne aux gens ce dont ils ont besoin pour développer leur potentiel. Je donne aux gens ce dont ils ont besoin pour avancer. Et moi, je suis à un niveau, il y en a qui sont au-dessus, ceux qui sont au-dessus. Toi-même qui me regardes en ce moment-ci, tu as quelque chose que tu peux enseigner à quelqu'un d'autre. Et dès que tu te mets à enseigner pour l'aider à sortir de là où il est, tu es un coach, tu peux le coacher. Actuellement, j'ai plusieurs coachs dans plusieurs domaines de ma vie. Bon, bienvenue à mon frère Zichem, bienvenue à Pauline aussi. J'ai des coachs. Par rapport à mes projets, je me dis, je ne peux pas m'en sortir s'il n'y a pas quelqu'un qui me coach. Et donc, je prends quelqu'un, Armand est là avec vous, il suit en ce moment-ci. Je dis à Armand, tu vas me coacher sur la conduite de mes projets. Et Armand me rappelle, le visuel que tu as fait ne respecte pas ceci. C'est pas parce qu'il est un grand infographe, mais il est mon coach. Il me coach. Il me dit, tu as combien de projets pour cette semaine? Où est-ce que tu en as avec le premier? Qu'est-ce que tu as fait avec le deuxième? Quand il trouve une vidéo qui est intéressante, il me l'envoie. Il me dit, voilà quelque chose qui peut t'aider. Il est mon coach. Il n'est pas mon coach parce qu'il a réalisé des choses. Il est mon coach parce qu'il y a des choses qu'il peut m'aider à faire. Et il m'aide à les faire et je m'en sors plutôt bien. Donc si on revient à notre sujet, je voulais dire que nous venons de terminer 21 jours, pas 21 heures, 21 jours avec 126 couples, enfin 126 conjoints. 21 jours, soit un mois entier avec 126 conjoints. Où tous les jours, ils recevaient une exhortation qui était une vidéo ou bien une audio. Ils recevaient une prière à faire. Ils recevaient le défi du jour
Et enfin, ils avaient les exercices qu'il y avait à faire ce jour-là. Pendant un mois, nous l'avons fait. Pendant un mois. Un mois, ça fait 4 fois 21, ça fait 84 choses que ces personnes ont reçues. Et nous n'avons eu aucune démission. Je me rappelle qu'il y a une femme qui est sortie au début. Quand je l'ai prise d'une box, pour lui demander, Madame, tu vas où? Elle m'a dit, c'est trop fort pour moi. J'attends le prochain mouvement. Donc pour dire que c'est bien de dire, de parler, mais il y a des éléments de preuve dans ce que nous faisons à Famille à Cœur que des gens peuvent témoigner. Il y en a quelques-uns qui sont connectés actuellement avec nous, à qui je demande de partager au maximum. Partager parce que nous parlons d'un sujet délicat, le sujet du divorce. Pardon, partagez autour de vous. Partagez pour que nous puissions à parler et expliquer aux gens ce que le divorce fait de mal dans la société. Nous n'allons pas mettre trop de temps. C'est pour ça que j'insiste pour que vous partagez un maximum dès le début. Ne perdez pas le temps. Partagez un maximum. Invitez les gens. Commençons par quelques rappels. Déjà, celui qui vous parle, c'est le coordonnateur de Famille à Cœur. Vous voyez bien Famille à Cœur sur mon habit. Famille à Cœur. C'est le logo que vous voyez aussi tout en haut de votre... comment je peux le montrer? Famille à Cœur. Et donc, Famille à Cœur est un mouvement pour l'épanouissement de la famille. Bienvenue, Osée. C'est un mouvement que nous avons mis en place parce que l'objectif, c'est l'épanouissement de la famille. Nous travaillons pour que la famille s'épanouisse. Et donc, les divorces sont quelque chose qui nous font le plus mal. Nous n'aimons pas les divorces. Les divorces, nous luttons contre le divorce. Parce que le divorce, c'est comme les ténèbres. Alors que le mariage, c'est la lumière. On ne va pas se marier pour divorcer plus tard. Prenons quelques rappels pour que vous compreniez pourquoi il est important de s'arrêter aujourd'hui pour parler du divorce. Francis, partage au maximum. Partage un maximum autour de toi, s'il te plaît. Alors, je vais faire quelques rappels sur l'affaire de divorce. Là. Premier rappel que je voudrais faire, 50% des couples divorcent avant 5 ans de mariage. 50%. J'ai actuellement un certain nombre de couples qui veulent divorcer. Ils n'ont pas encore fait 5 ans de mariage. 5 ans de mariage, les gens veulent déjà divorcer. Et la majorité, même avant 2 ans, vous pouvez m'imaginer ça, que parmi les divorcés, 50% divorcent avant 2 ans. C'est-à-dire qu'ils viennent à peine de commencer leur mariage, qu'ils s'organisent déjà pour partir. Ils ne veulent plus être ensemble. Ils veulent déjà se séparer. Et puis les divorces se passent aussi en général quand les gens atteignent l'âge de 40 à 50 ans. Il paraît que c'est la tranche où les gens se fatiguent et veulent déjà se séparer. D'autres parleront même des hommes de 50 ans qui deviennent comme des fous, comme des enfants. D'autres parleront d'autres choses. Donc, le divorce est quelque chose de grave dans notre société. Il faut qu'on le sache, il faut qu'on le comprenne. 50%, 2 ans, 2 ans. Tu as déjà une masse de gens à peine mariés qui divorcent déjà. Quand tu as 40 ans, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui fait que maintenant tu ne penses qu'au divorce? Le deuxième rappel que je voulais qu'on fasse, c'est de savoir que 67% des divorcés divorcent à nouveau. C'est-à-dire que tu pouvais penser que le premier mariage ne s'est pas bien passé, c'est pour ça que le deuxième sera forcément meilleur. J'ai travaillé avec une dame qui me disait, oh, son mari est divorcé, elle pense qu'il a pris conscience maintenant, il est meilleur maintenant, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, les statistiques sont claires. 67% des personnes divorcées divorcent à nouveau. 67, pas 10. C'est-à-dire que quand quelqu'un a divorcé une fois, il y a beaucoup de chances qu'il divorce à nouveau. Et si vous regardez les personnes qu'on suit parce qu'ils ont commis un crime ou alors des dommages dans la société, vous allez observer que beaucoup d'enfants sont des enfants de divorcés. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les enfants de divorcés sont plus enclins à être des marginaux, des parias. Et c'est pour cela que parler du divorce est vraiment extrêmement important. On ne peut pas jouer avec le divorce. Vraiment, partagez notre vidéo, partagez un maximum. Partagez, partagez, partagez. Ne laissons pas l'affaire du divorce ici venir nous dominer. Autre élément à savoir, autre rappel à vraiment avoir, c'est que
le nombre de divorces dans les milieux chrétiens est en augmentation constante. C'est-à-dire que là où on pensait que les gens sont bien formés, ils sont aptes à pouvoir se supporter, à se comprendre, aux États-Unis, les statistiques disent même que les divorces dans les milieux chrétiens ont atteint le même niveau que les divorces dans les milieux non chrétiens. Et ce qui est même plus grave, c'est un chiffre qui vient des États-Unis, je le dis, sous réserve des études qui ont été faites aux États-Unis. Nous, on n'en a pas encore fait dans notre pays, le Cameroun. Je ne sais pas si ça a été fait au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burundi et tout ça. Mais chez eux, ils disent que dans les églises, il y a plus de divorcés born again que de divorcés de chrétiens qu'on va dire tièdes. C'est-à-dire que chez les chrétiens qui sont bouillants, on trouve plus de divorces que chez des chrétiens qui sont fades, qui sont froids. C'est-à-dire, c'est inexplicable. C'est-à-dire, on est en train de dire que chez ceux où la foi est plus développée, chez ceux où le Christ est supposé être au centre, que c'est là-bas que les divorces, c'est alors plus grave. Et ça méritait qu'on fasse un direct. On ne peut pas laisser passer ce genre d'informations et faire comme si de rien n'était. Vraiment, c'est grave, mes frères. Le divorce, aujourd'hui, c'est grave. C'est grave. C'est tellement grave. Aujourd'hui, tu vas entendre que tel pasteur a divorcé, tel homme de Dieu a divorcé. C'est devenu au point où on trouve même des raisons. Ce n'était pas la femme du ministère, ce n'était pas le mari cherché par Dieu, on s'était trompé au départ. Ainsi de suite, ainsi de suite. On a fini par modéliser le divorce dans certains milieux chrétiens, au point où certains prophètes même se placent devant pour annuler un mariage qu'ils ont fait quelque temps après en disant ce mariage est annulé parce que ce n'était pas la volonté de Dieu, ainsi de suite, ainsi de suite. Vraiment, le divorce est devenu quelque chose de courant. Mais c'est bien, au moment où on parle de divorce, de revenir sur quelque chose d'important parce que parfois, c'est ça qui amène les gens vers le divorce. Continuez à partager, nous sommes seulement 16 pour l'instant en ligne. Continuez à partager pour que nous soyons un maximum qui suivent ça actuellement. Alors, les gens entrent dans le mariage sans comprendre quels sont les besoins des autres conjoints. Et c'est pour cela que j'ai pensé qu'il faut que je vous dise quels sont les besoins des uns et des autres avant qu'on entre sur ces 12 choses-là. Quels sont les besoins du mari? La plupart des hommes veulent s'accomplir sexuellement. Ils veulent avoir une intimité sexuelle épanouissante. Ils veulent vivre la sexualité au maximum. Beaucoup de jeunes que nous accompagnons au mariage rêvent de ce moment de sexualité avec leur conjoint-là. Ils se disent, j'ai pris le temps, je me suis préservé, j'ai fait ce qu'il fallait parce qu'une fois marié, je dois m'accomplir sexuellement. Dans une des vidéos, il y a quelque temps, j'avais dit que le sexe était le besoin, parmi les besoins prioritaires d'un homme. C'est-à-dire que s'il y a 10 besoins, le besoin sexuel est classé pratiquement en tête des besoins d'un homme. Et puis la deuxième chose, c'est que les hommes aiment épouser des compagnes. La compagne de loisir, pas seulement l'épouse. Il veut quelqu'un qui est là avec lui. Plusieurs hommes que j'ai rencontrés m'ont dit, chaque fois que je sors avec ma femme, je regrette. Je regrette pourquoi? Parce qu'elle va être pressée de rentrer, elle n'est pas d'accord avec mes amis, elle n'est pas vraiment une compagne. Elle est surtout une épouse. Le fait d'être compagne, elle ne connaît pas ça. Et elle s'étonne que son mari traîne dehors, elle s'étonne que son mari rentre toujours tard. C'est parce que quand il l'amène dans ces milieux-là, elle n'arrive pas à être une compagne. Elle est seulement là pour être l'épouse. Elle veut seulement être l'épouse. Et rentrons. Qu'est-ce que nous faisons ici? On aurait pu être à la maison à deux. Qu'est-ce que nous faisons avec les amis? Les hommes se marient parce qu'ils veulent aussi une épouse qui est attrayante. Attrayante, c'est vraiment les aspects physiques du mariage. Le mari veut une femme qui est bien sapée, qui est propre, qui sent bon, une femme qui l'attire, pas une femme que quand elle rentre du travail, il la trouve avec des vieux habits, des habits avec lesquels elle a fait toute sa journée, ou alors des tricots qu'elle a utilisés lors des obsèques de son oncle, des choses comme ça. Il veut rentrer et trouver une épouse attrayante. Attrayante. Il veut aussi, on peut le lui reprocher, mais c'est un fait, c'est qu'il veut une coordonnatrice à la maison. Il veut une dame qui va gérer la maison, qui va être celle qui dirige la maison. Il va être celle qui gère la maison, comme
le premier ministre. Voilà, son épouse, c'est le premier ministre pour lui. C'est elle qui dirige sa maison. Il veut aussi une épouse qui le respecte. Ma sœur qui me regarde dans ce moment-ci, ma sœur, je te regarde dans les yeux pour te le dire ça. Si tu ne respectes pas ton mari, tu vas le perdre. Je sais que vous êtes souvent prétentieuse à cause d'un certain nombre de capacités que vous avez développées qui vous mettent en rébellion contre le respect dû au mari. Un homme qui n'est pas respecté dans sa maison a du mal à se sentir à l'aise dehors. Il pense que tout le monde ne le respecte pas. Il a besoin d'être respecté. Merci Elvie. Les gens qui portent les tricots de deuil avec le nom de l'oncle sur le tricot, qui dit que le deuil de l'oncle tel, ainsi de suite, ou de l'ami tel. Donc le mari veut qu'on le respecte et il veut qu'on l'admire. Dans le challenge que nous avons fait de 21 jours, nous avons dit qu'il fallait admirer son mari. Nous avons dit qu'il fallait chercher chez son mari quelque chose qui fait de lui le mari qui est différent de toutes les autres personnes que vous rencontrez. Et à partir de ça, on peut savoir comment respecter son mari. Et puis l'autre chose à savoir aussi, c'est que la femme aussi a des besoins. On ne se marie pas seulement pour satisfaire ses propres besoins. On verra ça tout à l'heure dans l'une des 12 choses. On se marie aussi parce qu'il y a la femme qui a aussi ses besoins à satisfaire. Alors quels sont les besoins? La femme veut de l'affection. L'affection. Je reviens là. L'affection, toi qui me regardes. Mon ami, chez la femme, l'affection ne veut pas dire le sexe. Parce que chez l'homme, l'affection sonne sexe. Chez la femme, l'affection n'a rien à voir avec le sexe. Donc, quand la femme vient vers toi, quand elle s'approche de toi, quand elle passe sa main sur toi, ça n'a rien à voir avec l'idée du sexe. Elle veut quelqu'un avec qui elle peut avoir des conversations. Des conversations à un niveau profond. Ça veut dire quoi les conversations à un niveau profond? C'est important que je vous rappelle ça. La femme veut, quand elle rentre à la maison, avoir une conversation avec son mari. Pourquoi? Je vous explique le scénario. Une étude a montré que un homme par jour utilise 30 000 mots. Dans une journée, 30 000 mots. Une femme en une journée utilise 60 000 mots. 60 000 mots pour une femme. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait? L'homme, quand il va au travail, il va utiliser ces 30 000 mots au travail. Tout, il finit. La femme, elle, quand elle arrive au travail, elle utilise 30 000 et elle garde 30 000 pour la maison. Et donc, quand elle rentre à la maison, elle veut utiliser ces 30 000 mots avec son mari qui, lui, n'a plus de mots parce qu'il a tout dilapidé au travail. Et du coup, il est fatigué, il trouve quelque chose trop, il veut se reposer parce qu'il n'a plus de mots. Toi qui me suis maintenant, mon frère, sache que tu dois commencer à faire économie de tes mots parce que la femme t'attend le soir à la maison avec des mots. Elle veut quelqu'un qui est honnête et ouvert. C'est un mot que j'entends beaucoup, les femmes disent ça. Elle veut un homme qui est ouvert, que son cœur est ouvert, il dit ce qu'il croit, il dit ce qu'il fait. Elle veut aussi un homme qui participe aux finances du couple, pas un homme qui est seulement là en se disant que comme ma femme gagne suffisamment, elle peut occuper tout. Non, la femme veut aussi que, même si elle gagne plus que toi, qu'il y ait des petites choses que tu fais qui démontrent que tu es avec elle et que tu es là pour elle, que tu dépenses pour elle. Elle veut aussi un engagement familial, que tu fasses des choses à la maison et que tu aies le temps pour la maison. Beaucoup d'hommes finissent par ne pas avoir de temps pour leur propre famille. Ils sont tellement occupés par les choses du dehors qu'ils finalement, ils n'ont pas le temps pour leur propre maison. Et donc voilà, grossièrement, les choses sur lesquelles je me disais, on va d'abord briefer dessus avant de commencer notre parcours de ces 12 choses-là. Là, je vois qu'il y a 19 personnes qui sont connectées. 19. Steph, bienvenue à toi. Et je dis vraiment partager. Je ne vois pas beaucoup de partages qui ont été faits. Partagez un maximum ce message. C'est mieux que les gens le suivent et puissent poser des questions sur place, pas attendre et poser des questions quand ce sera en rediffusion. Posez des questions, partagez auprès de vos amis, partagez un maximum. Alors, commençons par la première chose. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des choses qui mènent au divorce. Commençons par la première chose, mais en attendant, partagez un maximum,
partagez ce que vous avez, partagez vos liens, partagez. Essayez de gagner un certain nombre de personnes à venir suivre notre vidéo. Là, nous sommes seulement 18 à suivre notre vidéo en même temps. Partagez un maximum pour que nous puissions être plus nombreux à suivre cette vidéo-là. Bienvenue Taïe, bienvenue à tous ceux qui sont arrivés entre-temps pendant que je parlais. Nous sommes 18, vraiment 18, ce n'est pas un bon score. Je connais vos relations, je connais votre capacité à mobiliser. Je sais que s'il faut mobiliser, vous êtes capable de mobiliser un maximum. Donc vraiment continuez à mobiliser, envoyez les gens, envoyez, appelez, ainsi de suite. J'ai des amis aux États-Unis qui m'ont dit qu'ils sont en plein culte, donc ils vont nous rejoindre pendant que nous y sommes. Alors, première chose importante ici, c'est que le manque de connaissances est quelque chose de grave dans le mariage. Beaucoup de personnes sont entrées dans le mariage sans rien connaître du mariage. Lors d'une conférence dans une communauté, je salue même cette communauté, il y a un pasteur, il est aujourd'hui pasteur, à l'époque il était ancien, qui est venu me dire à la fin, mon fils, c'est maintenant que j'ai compris ces choses-là. Mais je les comprends à la fin de mon mariage, quand je suis déjà vieux. Et il m'a dit, je vais consacrer le reste de mon temps à enseigner les autres pour qu'ils aient un minimum de connaissances avant d'entrer dans le mariage. Alors il y a des connaissances qui manquent aux gens qui se marient et qui les poussent au divorce. Premier niveau de connaissances qui manque souvent, c'est la connaissance au sujet de leadership. J'ai remarqué que monsieur et madame se trompent souvent largement sur ce que c'est le leader. Et qu'est-ce que contient le leadership du mari. Alors, la confusion vient du fait que beaucoup de maris pensent que être leader du mariage, c'est avoir le contrôle total de sa femme. C'est avoir la domination sur sa femme. Ça, c'est des paroles que Dieu avait prononcées comme des paroles de sentence. Quand on est devenu chrétien, on ne vit plus sous cette sentence-là. On est de nouveau. Donc nous revenons à la position d'Adam avant le péché. Donc l'idée de dominer n'aide pas votre couple à se développer. L'idée que la femme pense que la responsabilité du mari, c'est dominer sur elle, fait qu'elle se trompe largement. Je voulais dire à celles qui m'écoutent que le mari s'attend, pour la plupart, même s'ils ne disent pas. Il y a beaucoup qui vivent dans des pays où l'égalité est devenue quelque chose d'important. Si le mari fait le marché, la femme fait le marché. Si la femme fait la cuisine, le mari doit faire la cuisine. Je voulais vous dire quelque chose d'important. C'est que beaucoup de conjoints souffrent parce que leur époux ou leur épouse, ou surtout l'épouse, pardon. Je lisais le message d'Armand qui dit qu'il n'a plus de courant et ça m'a perturbé un peu. Je voulais dire simplement aux épouses que faire la cuisine une fois par semaine ne satisfait pas ton mari, même s'il ne dit rien. Moi, je parle à sa place. Faire la cuisine une fois par semaine pour ton mari ne le satisfait pas. Le mari aimerait de temps en temps que sa femme fasse des choses qui lui montrent qu'il est le mari. Il faut connaître les responsabilités conjugales pour mieux surfer dans la vie conjugale, pour mieux vivre la vie conjugale. Si vous n'avez pas de connaissances dans la vie conjugale, vous aurez du mal à vous en sortir. La Bible dit que le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le mariage, c'est un système que Dieu a mis en place. C'est une institution avec des règles précises. Si vous appliquez ces règles précises que Dieu a mis en place, vous êtes sûr que vous aurez un mariage où vous vous en sortez plutôt bien. Donc ça, c'est la première chose. Bienvenue Christelle, bienvenue Michel. Et je ne sais pas si Armand a réussi à se connecter. Donc vous avez besoin de chercher cette connaissance. Et Famille à cœur est là pour vous aider à avoir ces connaissances. Je vais vous dire, les programmes de août, juillet, août, à Famille à cœur. Nous allons lancer 21 jours pour le conjoint de manière individuelle. Tu prends un moment seul ou avec ton mari pour travailler 21 jours. Ce n'est pas dans un groupe individuel. Nous avons un curriculum que nous allons lancer aussi en juillet, qui est aussi individuel en ligne, qui est Just Married, pour les gens qui sont mariés depuis moins de 5 ans. S'ils le sont sur le mariage, pour aider à avoir la connaissance sur le mariage. Il y a un enseignement sur le système de communication en couple. Mettre en place un système de communication en couple, en 6 leçons aussi. Ça, c'est juillet, août. Vous nous contactez, on vous donne les modalités pour ça. En fin juillet, nous allons lancer aussi un challenge pour les célibataires.
dont l'intitulé est être prêt pour le mariage, être prêt pour se marier, être prêt à entrer dans le mariage. Et nous avons un challenge pour les personnes qui veulent gagner le cœur de leur conjoint. Le titre, c'est gagner le cœur de son conjoint. Toutes ces choses-là, vous n'avez qu'à vous rendre à nous et puis on avance ensemble là-dessus. Donc on va continuer avec la deuxième chose. On a dit première chose, l'absence de connaissance. Deuxième chose, l'égoïsme. L'égoïsme sous toutes ses formes. Premier égoïsme que les femmes redoutent ou alors combattent chez leur mari, c'est le fait de ne pas participer aux tâches domestiques. Ce n'est pas parce que vous avez un employé de maison ou des employés de maison que vous devez être exonéré des tâches domestiques. Les tâches domestiques, un homme doit les faire par amour, pas par devoir. C'est-à-dire faire ceci ou faire cela parce que ça plaît à ma femme. Aller à la cuisine pendant qu'elle y est parce que ça lui fait plaisir. Être là comme son garçon, donne-moi l'oignon, donne-moi... pendant ce temps, pelle mon frère, ça ne réduit rien en toi. Ta femme est directeur général, d'accord. Toi aussi, tu es peut-être secrétaire général dans un ministère, mais quand vous rentrez à la maison, vous êtes tranquille, tranquille pour pouvoir faire vos choses comme avant que vous ayez tous ces titres-là. Il y a ce genre d'égoïsme-là. Il y a l'égoïsme qui est basé sur le fait que vous focalisez sur vous-même. Focalisez sur vous-même. Bienvenue, Josiane. Focaliser sur soi, sur sa satisfaction personnelle, sur le fait que c'est moi qui dois, c'est moi qui dois, c'est moi qui dois. Ça aussi, c'est une forme d'égoïsme. Mais il y a une forme subtile qui arrive dans les familles recomposées. Quand je préparais ce message, le Seigneur m'a mis à cœur d'en parler. Les familles recomposées. Les familles recomposées, c'est les familles où il y a deux pères, deux mères. Ça peut paraître bizarre, mais ça veut dire que le mariage contient des enfants qui ne sont pas issus de la relation conjugale. Ça peut être issu de la relation précédente du mari ou de la relation précédente de la femme. Bienvenue Théophile. Bienvenue. Je te prie de partager aussi. Parce que depuis je dis aux gens de partager, nous n'avons pas encore atteint le seuil qu'il faut pour ce genre de message. La famille recomposée, en réalité, quand vous y entrez, j'ai dit tu es aux jeunes filles qui veulent se marier, aux jeunes garçons. Il me dit elle a déjà deux garçons, deux enfants. Elle a dit il a déjà un enfant. Oh mais j'aime les enfants donc il n'y aura pas de problème. C'est comme ça qu'ils répondent toujours. Moi, j'aime les enfants. Tu sais, je suis moniteur de culte d'enfants. Donc, avec les enfants, ça se passe bien. C'est l'idée qu'ils ont au départ. Mais la réalité est souvent différente. Parce que quand ils se retrouvent dans le mariage, ils veulent, par égoïsme, éjecter les parents qui sont en dehors du couple. Un enfant a besoin de son équilibre. Il a besoin d'être en contact avec ceux qui l'ont mis au monde. Et réagir de cette façon-là est égoïste. De dire, on ne veut pas que l'autre soit là. On ne veut pas que l'autre parent ait un quelconque avis à donner sur la vie de l'enfant. Cet égoïsme-là ne va pas vous aider. On a les moyens de gérer les relations, les familles recomposées. J'ai fait 2 émissions de télévision sur les familles recomposées et j'imagine que vous ne vous dites pas que vous allez voir votre enfant avec un gendarme, que la relation entre vous, votre enfant et le géniteur qui n'est pas dans le couple va se gérer par la justice, alors que vous dites que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes chrétien, vous êtes membre d'une certaine communauté, ainsi de suite, ainsi de suite. Bonsoir Michel, bonsoir à toi, bonsoir et bienvenue aussi à ce partage avec nous. Donc, on était à la deuxième chose, c'était l'égoïsme. Troisième chose, je rappelle qu'il y a une petite soeur qui a posté un truc dernièrement en disant que les lives sur Facebook, il ne faut pas mettre trop de temps parce qu'on n'a pas toujours le temps à attendre. Donc, je vais aller rapidement, sachant que pour ceux qui veulent poursuivre, on a un coaching qu'on peut faire inbox. La troisième chose, c'est la mauvaise communication. Il y a beaucoup de couples qui ont un problème de communication. Déjà, la plupart des problèmes de couple reposent sur la communication. Parfois, tu reçois un couple, le gars te pose un problème, la femme te pose le problème aussi, mais tu cherches où est le problème, tu ne trouves pas. Tu comprends simplement qu'ils n'arrivent pas à s'accorder, ils n'arrivent pas à s'entendre sur ce qu'il y a à faire ou sur ce qu'il n'y a pas à faire. En fait, ils ont un problème à communiquer ensemble, ils ont un problème à se parler. Et ça, c'est parfois dû à des backgrounds plus loin. Parce que si quelqu'un vient, il y a plusieurs coachs qui sont connectés là. Bienvenue, mon père Wanji. Il y a plusieurs coachs qui sont connectés, ils peuvent vous le dire. Il ne suffit pas de dire à un couple, vous avez un problème de communication, voilà comment on communique, allez-y. Ça ne marche pas comme ça. Nous, on a un curriculum de 6 leçons
sur lequel on dit comment on bâtit un système de communication en couple. Parce qu'il y a des arrière-plans que des conjoints ont qui bloquent la communication. Il y a le passé que certaines personnes ont vécu qui bloquent la communication. Il y a des habitudes, il y a des réflexes qu'ils ont eus qui est un obstacle à la communication d'aujourd'hui. En fait, le problème de communication n'est pas seulement lié au conjoint, c'est parfois lié à la personne elle-même qui est bloquée à l'intérieur d'elle-même. Hein? Il faut vraiment le traiter. J'ai reçu des conjoints qui s'attendent à ce que l'autre sache ce qu'ils veulent. Tu as une femme qui te dit que mon mari doit savoir quels sont mes besoins. Mon mari doit savoir de quoi j'ai besoin. Mon mari doit savoir là où j'ai des besoins et là où je n'en ai pas. Je vais prendre une courte pause toute petite, toute petite. Alors nous étions ensemble en train de parler de la communication et je disais qu'il y a certaines épouses ou certains époux qui s'attendent à ce que l'autre conjoint devine quels sont ses besoins. Je vois que Thierry est là, bienvenue, et Dalen aussi, bienvenue. Merci beaucoup. Hein, merci du partage. J'ai dit partageons, on n'est que 25 gars. 25 pour un partage comme celui-ci, ça ne nous honore pas. 25 c'est peu. Il faut partager vraiment. Il y a la cinquième chose, on était à la troisième chose qui était la mauvaise communication. La cinquième chose, c'est la jalousie maladive. Jalousie maladive. Et j'ai bien fait d'insister en disant jalousie maladive. Parce qu'il y a une jalousie qui est fondée dans la relation conjugale. Je dois être capable de ne pas apprécier les amitiés de mon mari. Je dois être capable. Je voulais dire à Armand qui essaie de me joindre, je n'ai pas compris pourquoi il essaie de me joindre, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, mais il peut écrire simplement. Je ne suis pas connecté, je ne peux pas prendre les appels maintenant parce que je suis entièrement en ligne là. C'est un peu embarrassant si je prends des appels. On va continuer. Et donc, la jalousie peut être quelque chose de bien, c'est-à-dire dans ce sens que j'ai ce que j'ai, je veux garder ce que j'ai. Je ne veux pas laisser n'importe qui à prendre ce qui m'appartient, parce que ça m'appartient et je voulais que ça reste à moi. Donc cette jalousie-là est tolérée, mais la jalousie maladive qui est développée dans certains couples où on fouille le téléphone des gens, on fouille ses cahiers, on fouille son sac, on essaye de les piller, de l'accompagner partout, on ne croit plus à rien de ce qu'il fait. Ça tue les couples. Ça n'aide aucun couple à s'en sortir. On a besoin d'un minimum de confiance. On a besoin d'un minimum de confiance. Laissez son téléphone tranquille, laissez ce qui lui appartient tranquille, accordez-lui un crédit, comme on dit, un crédit, donnez-lui un crédit de confiance. Et ça va combattre votre jalousie maladive. Si lui, par contre, ne gère pas la confiance que vous lui accordez et se met à faire des choses qui ne sont pas du ressort de ce que vous attendez de lui, il est responsable de ce qu'il fait. Il est responsable de ce qui lui arrive en ce moment-ci. Je vois
des messages, impossible de lire la vidéo, mais je suppose que vous vous suivez. Si vous vous suivez, vraiment euh, euh, faites-moi un petit mot pour me dire que vous me suivez, que vous êtes en ligne, parce que, ok, il dit que c'était une erreur. Donc il y a cette jalousie maladive, on passe au quatrième point. Au cinquième point, c'est le manque de romance. Manque de romance. Il y a des gens qui vivent une relation conjugale sans romance. La romance, c'est quoi? Ça vient de roman. Ils pensent que la vie conjugale, c'est métro, boulot, dodo, je ne sais pas comment je vais ajouter là-dessus. Mais tout ce qui concerne la romance, ils ne font pas ça. Nous, dans notre cursus de formation pour les fiancés, nous leur disons que dans le budget mensuel, il faut mettre une part pour la romance. Une part de ton budget doit être pour la romance. Tu dois investir pour la romance. Ton conjoint a besoin de vivre dans un environnement romantique. Ça prépare à beaucoup de choses et ça aide aussi à résoudre beaucoup de problèmes. Sixième chose, c'est la procrastination. Il y a beaucoup de couples qui vivent dans une espèce de procrastination. C'est-à-dire, on remet toujours à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. La madame veut causer avec son mari, non, on en parle demain. Monsieur veut faire ceci avec sa femme, non, je ne suis pas prête, on en parle après. Et on reporte toujours. Même les projets, on reporte. Pouvons-nous faire ceci aujourd'hui? Non, on reporte. La procrastination est quelque chose qui fait très mal dans la vie conjugale. Faisons attention à la procrastination. C'est un ennemi de la relation conjugale. Quand on est en couple, on n'a pas toujours besoin de se préparer pour réaliser des choses. Il y a des choses qu'on peut faire de manière simple. À la demande de l'autre, on s'engage et on avance. On avance simplement. Dalen dit, je ne savais pas l'autre là. Budget pour la romance. Oui, 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 oui. Il faut budgétiser la romance. Il faut que ce soit, il y a un parti d'argent qui est là pour, parce qu'on on veut se faire plaisir. Hein? Il n'y a pas que il n'y a pas que les choses extrêmement utiles qu'il faut vivre dans la relation conjugale. Il y a aussi ces petites choses-là qu'il faut développer. Il faut être capable de vivre une certaine romance conjugale. Autre chose, c'est le fait que c'est le septième point. La septième chose, des couples qui n'ont pas de tradition de famille. Beaucoup de couples ont gardé la tradition des parents. C'est-à-dire que ce que les parents faisaient, c'est ça qu'ils font maintenant. Comme mon père d'habitude faisait ceci, ma mère faisait ceci, la famille où j'ai grandi, voilà notre tradition que nous vivions. Ils veulent que cette tradition demeure dans leur nouvelle famille. Non, vous avez besoin de mettre en place votre propre tradition, vos rituels. Ce que vous considérez comme votre culture du couple, votre tradition du couple. Vous avez besoin de ça. Si vous aviez participé au challenge comment on dit ça, des 21 jours pour son conjoint, vous aurez certainement appris toutes ces choses-là, parce qu'on a parlé de ça dans les 21 jours-là. On a quand même eu 21 jours où on travaille, où chacun travaille uniquement pour le développement de la relation conjugale, travaille sur lui pour pouvoir gagner l'autre, travaille sur lui pour pouvoir se transformer, pour que Dieu lui prenne la place pour pouvoir transformer le conjoint. Donc, mettez, si vous voulez ne pas aller là-bas, à s'acheminer vers le divorce, mettez en place des traditions de couple. Commencez à développer vos propres traditions. Commencez à mettre en place votre tradition. Hein. Commencez petit à petit à développer votre propre tradition de votre couple. Huitième point, la rareté du sexe. Je l'ai dit aujourd'hui. Le sexe qui est rare ou absent est un problème pour les couples. Il y a des conjoints qui ont des difficultés au niveau sexuel. D'abord parce qu'ils n'ont pas fait de ce moment un moment de qualité. Ils n'ont pas fait du moment sexuel un moment de qualité. Ils n'ont pas travaillé à ce que ce moment soit un véritable moment de qualité. Et donc, ça devient comme amener un animal à l'abattoir. Amener sa femme dans la chambre est comme si on l'amenait à l'abattoir. Il y a ça. Ça, je parle aux hommes. Je parle aussi aux femmes. La rareté des sexes, le garçon qui se déconnecte dès qu'on veut commencer, parfois c'est lié à l'hygiène. Parfois vous avez une mauvaise hygiène de vie. Il y a des odeurs qui dérangent. Il y a certainement des odeurs qui attirent, mais il y en a qui dérangent. On a besoin d'une bonne
sans senteur. On a besoin d'un environnement agréable. On n'a pas besoin d'une chambre où on a peur que la valise tombe sur nous pendant que nous sommes dans nos ébats. On n'a pas besoin. Ok, je vois que ça a repris. Je crois que maintenant vous me voyez. Je crois que ça a repris. Est-ce que ça a repris, Ginette, Darlene? Est-ce que ça a repris là chez vous? Dites un petit mot pour que je sache que ça a repris. Est-ce que ça a repris chez vous? Est-ce que ça a repris? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que ça a repris? Je parlais du sexe qui est absent tout à l'heure et elle me rappelle que c'était un moment où je parlais de la valise qui peut tomber. En fait, j'étais en train d'expliquer que l'environnement aussi peut être difficile et rendre l'intimité sexuelle extrêmement compliquée. Si pour que j'ai une intimité sexuelle, il faut que j'ai peur de la valise, que j'ai peur que les enfants à côté soient impactés par le rapport que nous avons, qu'ils entendent le bruit, tout ça, ça ne facilite pas le rapport. Il faut vraiment aménager un environnement qui est propice à une intimité sexuelle. Et quand on dit intimité sexuelle, j'ai bien dit intimité sexuelle. Intimité. Donc c'est intime. Intime sexuellement. Que c'est intime. Et nous étions en train de dire qu'après ça, il y a le mépris qui intervient souvent. C'était la neuvième chose, le mépris. Le mépris. Le son est parti alors que moi j'entends le son. Il y a le son. Moi j'entends le son. Pour ceux qui se... Francis Osé, tu dis que le son est parti. Moi je l'entends. Pour l'instant, j'entends bien le son. J'ai un retour de son qui me montre que le son passe. Et donc, j'étais en train de parler de mépris. Et je disais que il y a des conjoints qui ont une condescendance qui n'est pas intéressante, qui méprisent l'autre à cause de ses faiblesses, de ses incapacités, qui finissent par développer une espèce d'arrogance vis-à-vis de l'autre, qui commencent même à le comparer à d'autres, le comparer à des gens meilleurs que lui, dans le sens de la critique, dans le sens de lui montrer qu'il ne vaut rien du tout. Et ça n'aide pas. Je veux te dire que si c'est ce que tu fais, arrête de faire ça, de comparer ton conjoint à d'autres. Arrête de stigmatiser sa famille d'origine dans le sens, tu ressembles à tes parents, tu ressembles à ceux qui t'ont accouché, vous êtes comme ça dans votre famille, rien ne changera chez vous, ainsi de suite, ainsi de suite. On n'a pas besoin de ça. Osez, tu as écrit que le son est parti, écris que je reçois déjà, parce que ça m'embrouille un peu. Ensuite, la dixième chose, c'est les conflits. C'est les conflits. Comment on gère les conflits? Il y a qui reportent les problèmes. C'est-à-dire ils développent une malhonnêteté parce qu'ils ont peur d'affronter les conflits. Il y a des gens qui sont convaincus que le conflit, c'est la fin de la relation conjugale. Ils ont peur d'affronter l'autre. Ils ont peur de s'attaquer au conflit. Ça les rend finalement malhonnêtes et menteurs. Je peux vous dire qu'il y a des conflits qui sont salutaires dans la relation conjugale. Je peux vous dire qu'il y a des moments où c'est même bien qu'on déclenche une situation pour pouvoir stopper l'autre. Parce que parfois l'autre est inarrêtable. Il glisse entre vous, mais vous ne savez même pas comment l'arrêter pour vous lui dire ou lui faire savoir ce que vous pensez. À ce moment-là, le conflit peut être salutaire. Ça peut aider à cette personne-là à pouvoir s'arrêter, pouvoir l'arrêter pour pouvoir avancer. Hmm? Euh, ok, on continue. Ok, donc il y a ces conflits-là qu'on peut déclencher.
Il y a beaucoup d'hommes, et c'est ça, ça c'est caractéristique des hommes. Les femmes, elles aiment qu'on s'asseye, on parle, on s'asseye, on discute. Pour elles, pour qu'on avance, il faut qu'on s'asseye, on s'asseye d'abord, on discute. Mais les hommes, eux, ils aiment reporter, ils aiment procrastiner sur les conflits. Et ça les pousse à devenir malhonnêtes, à trouver, à dire que ça va, c'est bon, alors que c'est pas bon, alors que ça ne va pas. Parce qu'ils veulent reporter le problème. Il faut découvrir aussi comment gérer le conflit sans avoir peur. Vous avez entendu le mot que j'utilise. J'ai parlé de gérer le conflit. Je n'ai pas parlé de résoudre le conflit. J'ai parlé de gérer le conflit. Et donc, on a besoin d'apprendre à gérer les conflits. Et beaucoup de personnes, quand on parle de conflit, se trompent. Il y a une différence entre un conflit et un problème. C'est pour ça qu'on gère un conflit. Mais le problème, on va résoudre un problème. Est-ce qu'on se comprend là? On gère un conflit et on résout un problème. Ne faites pas d'amalgame. N'allez pas résoudre un conflit. Le conflit, ça veut dire qu'il y a une situation conflictuelle où on n'arrive pas à avancer. Il faut gérer la situation. J'ai dit gérer la situation. Mais dans ce conflit, il peut être provoqué par des problèmes. Et la gestion du conflit peut consister à résoudre les problèmes qui ont généré le conflit. Mais essayer de résoudre un conflit, c'est une perte de temps terrible. C'est une perte de temps terrible. Beaucoup ont besoin de venir dans la famille discuter de comment on peut gérer ce conflit. Quel est le problème que si on résout, le conflit peut être apaisé. On peut avancer. Madame m'a dit, au moment où moi je parle de la gestion des conflits, elle m'a dit que j'ai parlé des enfants, hein, que je n'oublie pas de parler des enfants qui empêchent de revivre un genre de romance. C'est vrai que avant qu'ils n'arrivent, vous aviez une façon de vivre librement, en bikini, au salon, partout, partout. Maintenant, ils arrivent. Et il faut maintenant vivre la romance. La première chose qu'il faut savoir, Madame Marlène, j'espère que je n'écroche pas ton nom, Darlène. Darlène, la première chose à savoir, c'est que la romance pour un couple sans enfant est différente de la romance avec un couple, d'un couple avec enfant. Et les vrais conflits naissent du fait que des gens ayant des enfants à la maison, des enfants grands, des enfants adultes, veulent vivre la romance des gens qui n'ont pas d'enfants du tout. C'est deux types de romances différentes qu'il faut intégrer. Vos statuts changent, la vie apporte des enfants et tout, la romance prend une autre dimension. Aujourd'hui, je parle des 12 problèmes, des 12 choses qui mènent au divorce. Ce n'est pas le lieu, parce que je n'ai pas assez de temps pour détailler là-dessus. Parti par un de nos programmes et nous entrerons en détail dessus. Nous avons eu 32 personnes, je crois 33, sur Facebook avec qui nous avons fait les 21 jours pour son conjoint et nous en avons eu 126 sur WhatsApp avec qui nous avons fait 21 jours pour son conjoint. Dans ce programme, il y a un certain nombre de choses que nous avons appris à faire, nous avons appris à développer et qui donnaient des bons résultats. Théophile, ça passe, même si chez toi c'est coupé, chez d'autres ça passe, chez moi par exemple, ça continue à passer. Donc je disais qu'il faut apprendre à gérer le conflit et à résoudre les problèmes. Ça c'était le 10e point. Pour que le conflit ne vous amène pas au divorce, gérez-le et apprenez à résoudre les problèmes. Quand il se présente, au moment opportun, apporter une solution au problème. 11e point, parce qu'on commence à être en retard, la mauvaise gestion des finances. Beaucoup de conjoints entrent dans la famille en pensant que l'argent leur appartient. Ils se marient, mais en se mariant, ils n'intègrent pas l'idée que je quitte le célibat parce que le mariage est le statut qui m'intéresse le plus. Mais le mariage a ses règles. La Bible dit que vous avez quitté vos pères et mères, que vous vous êtes attaché à votre conjoint pour devenir un. C'est-à-dire que ta façon de penser la gestion financière quand tu étais célibataire, une fois que tu te maries, ça change. Tu ne peux plus penser les finances comme tu le pensais
quand tu étais célibataire. Et ça, c'est important à intégrer. Beaucoup de couples, mes amis de de Thaïlande m'ont dit que 53% du stress conjugal provient des problèmes de finances. Parfois, c'est parce qu'il y en a trop qu'on ne s'en sort pas. Parfois, c'est parce qu'il y en a peu qu'on ne s'en sort pas. Mais en réalité, tout tourne autour de la manière de gérer les finances. Nous avons développé tout un curriculum sur comment on gère les finances en couple, comment on s'assoit ensemble pour parler des finances en couple. Il y a des messieurs qui pensent que quand il a donné un budget à la maison, il a géré les finances. Non, il faut gérer les finances. Il ne s'agit pas d'approvisionner. Vous n'êtes pas un pourvoyeur unidirectionnel que quand il a pourvu, pour lui, il a géré les finances. Non, il faut gérer. Il faut entrer dans cette gestion-là et travailler à gérer les finances. Et c'est ça qui va amener les gens ailleurs, qui va amener les gens vers le divorce parce qu'ils ne s'en sortent pas au niveau financier. C'est pour ça que certains gens vont commencer à envoyer des Western Union à leurs parents, ils vont envoyer des Express Union à leurs parents, les RIA et tout ça, parce qu'ils ne veulent pas gérer les finances avec le conjoint. Parce que quand vous allez suivre notre module sur la gestion des finances, vous verrez même que le soutien que nous faisons aux parents doit être budgétisé, il doit être connu, il doit être refait. Je vois là que c'est impossible, mais oui, il suffit de faire essayer pour que ça prenne. Merci à Armand mon coach, qui dit qu'il faut savoir mettre les conflits de côté et non entre vous. J'avais déjà dépassé la partie conflit. Il ne faut pas que les conflits vous séparent, mais qu'ils soient en face de vous et que vous les affrontez et que vous les gérez ensemble. Donc je disais qu'il y a la mauvaise gestion de finances et je vais terminer maintenant par le dernier point. C'était le refus de pardonner. Le refus de demander pardon. Il faut de temps en temps, bienvenue Ulrich, reconnaître qu'on a eu tort. La Bible dit de se confesser les uns aux autres. De dire, j'ai eu tort. Hein, petite chérie, j'ai eu tort. Grand mari, grand jus, tout ça, je reconnais que j'ai eu tort. Que je n'aurais pas dû. Ce que j'ai fait hier, c'est maintenant que je comprends que ça t'a arrêté. C'est maintenant que je comprends l'erreur que j'ai commise en faisant comme j'ai fait. Mais vraiment, mon intention n'était pas de te faire mal. C'est maintenant que je reconnais que j'ai mal fait. Et je prie que tu me pardonnes pour ce que j'ai mal fait. Il faut cliquer sur réessayer parce que de temps en temps, ça a l'air de bouger. Bienvenue Valma. Et donc, demander pardon est un élément essentiel dans la relation conjugale. Je n'ai jamais compris pourquoi quelqu'un est capable de demander pardon à une amie, à un ami, à un collègue, à un patron, mais que quand il rentre à la maison au niveau de la relation conjugale, c'est un problème. Qu'est-ce qui fait que le point que j'ai souligné aujourd'hui, le point 2 d'égoïsme et l'orgueil, fasse qu'on ne peut pas se dire « je te demande pardon ». Parfois, c'est la seule chose qui manque pour déclencher ou pour arrêter la situation qui avait commencé. Mais personne ne veut demander pardon. Tout le monde se cramponne sur ce qu'il est. Chacun se cramponne sur sa position. Personne ne veut demander pardon. J'ai eu à accompagner un jeune couple. Je leur ai donné des conseils. On travaillait tard la nuit. Ils venaient à mon bureau. On a fait tout ce qu'on a pu faire. Mais il y avait un seul élément que je n'ai pas pu casser. L'orgueil. Je n'ai pas pu casser ça. J'ai prié pour ça. J'ai cherché tous les moyens pour les aider à avancer. Pour les aider à avancer. J'ai cherché comment casser ça. Ils sont allés jusqu'au divorce. Ils ont même divorcé à cause de l'orgueil. Parce que personne n'était disposé à revenir en arrière. Personne ne voulait et ne pensait que c'est à lui de revenir en arrière. Chacun pensait qu'il a raison et que c'est l'autre qui a tort. Et que l'autre doit se rabaisser. L'autre doit être brisé. L'autre doit accepter la situation. Comme dit Darlene, certains refusent parce qu'ils n'ont jamais tort. Darlene aussi dit, certains se justifient en demandant pardon. Comment tu demandes pardon en te justifiant? Ce n'est pas que tu demandes pardon. Celui qui demande pardon doit reconnaître son tort, pas se justifier. Armand demande, tu fais comment quand tu demandes pardon? Dès que le moindre différent est l'autre, rappelle l'offense pour laquelle tu as demandé pardon. Est-ce qu'il y a un problème à ça?
Moi, je pense qu'il ne faut pas focaliser sur la manière de se conduire de l'autre. L'essentiel, c'est de faire ce qui est juste et s'arrêter sur ce qui est juste. Hein, Armand? C'est son mode de communication. Peut-être qu'elle n'a pas encore suivi nos enseignements et ne comprend pas qu'il y a notre mode de fonctionnement. Mais toi qui connais notre mode de fonctionnement, tu sais que je fais ce qui est juste. Mais pour ce couple dont je parlais, ils sont allés jusqu'au divorce. Ils sont allés jusqu'en tribunal. Ils ont même quitté. Ils se sont séparés. Chacun a pris ses effets, il a jeté là où il pouvait jeter. C'était des personnes qui ne se parlaient même plus. Mais Dieu a voulu que, étant chacun de son côté, ils se sont remis à penser à tous les conseils qu'on leur avait donnés, tout l'accompagnement qu'ils ont reçu. Ça leur est revenu. Ça leur est revenu petit à petit, petit à petit. Un jour, le bonhomme est venu me dire, elle me manque. Je pense que je dois revenir en arrière. Je lui dis, ah bon? Il me dit, je pense. Et puis un jour, comme ça, je suis assis au salon de coiffure, on m'appelle, et je prends le téléphone, je dis au salon de coiffure, je lui décris le salon de coiffure où ça se trouve, je lui dis, viens, tu vas m'y trouver. Je le vois débarquer, lui, sa femme et leurs 3 enfants. Alors le salon a une petite terrasse, on est allé s'installer à la terrasse. Et la dame me dit, je voulais te dire, tonton, que le travail que tu as fait, tu ne l'as pas fait pour rien. Nous nous sommes réconciliés. Bas notre nom de la liste des personnes qui ne sont pas allées jusqu'au bout du coaching. Bas notre nom. Nous, on s'est réconciliés. Nous allons nous remarier. Maintenant. Vous voyez le temps qu'on a perdu à cause de l'orgueil, à cause du fait qu'aucun ne veut demander à l'autre pardon, le temps qu'on a perdu, qu'on n'aurait pas perdu, pour rien. Dans ce couple, par exemple, c'est la même chose qui se passe actuellement, certainement chez vous. Certainement, vous avez la même situation actuellement, où personne ne veut, personne ne se sent la force ou le courage d'aller vers l'autre pour poser de vrais problèmes, pour s'excuser. Et comme disait celui qui nous suivait tout à l'heure, d'autres se disent, si je demande pardon, il va me rappeler une de mes offenses, il va me rappeler une de mes incapacités. Parfois je dis, est-ce qu'il peut faire autrement? Quand un conjoint se conduit comme ça, est-ce que le débat réside sur sa manière de se conduire ou bien ta manière de te conduire? Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que ce soit ta manière de te conduire qui soit le plus important. C'est-à-dire, j'ai appris que je dois demander pardon, je demande pardon. J'ai appris que je dois accorder le pardon, j'accorde le pardon. J'ai appris que je dois renoncer à ce qu'on me reproche. J'apprends à renoncer à ce qu'on me reproche. Voilà globalement les 12 choses que je voulais partager aujourd'hui. Je vais récapituler sur les 12. Mais avant de récapituler, je voulais revenir dessus pour ceux qui viennent d'arriver. Parce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver et qui n'ont pas entendu notre préalable d'aujourd'hui. On va revenir sur notre préalable pour commencer à préparer la sortie. La première chose qu'on a partagée aujourd'hui, c'était au sujet du divorce et qui justifie un peu notre rencontre d'aujourd'hui. Nous avons dit que 50% des couples divorcent avant 5 ans de mariage. Et que la majorité même de ces 50% divorcent avant 2 ans de mariage. C'est-à-dire, à peine mariés, sont déjà en train de penser au divorce. Et c'est pour cela que nous avons mis en place le curriculum dont je vous ai parlé. Le curriculum Just Married pour les gens qui sont mariés depuis 5 ans. Parce que c'est une phase qui est souvent très compliquée. C'est une phase où c'est souvent grave. Beaucoup de tension. Après cette information, nous avons vu aussi que beaucoup de divorces se passent quand les gens ont entre 40 et 50 ans. C'est la phase où le maximum de divorces se développe, entre 40 et 50 ans. Nous avons aussi vu que pour ceux qui épousent des divorcés, que 67% des divorcés divorcent à nouveau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que parce que quelqu'un a divorcé, il s'est assagi, qu'il a changé forcément de comportement ou de caractère. Si vous avez divorcé une fois, il est possible que vous divorcez une deuxième fois. Et c'est pour cela que le grand combat que vous avez, le vrai combat que vous avez, c'est comment rester marié malgré tout. Quand j'étais avec Campus pour Christ, on disait aimer malgré, rester marié malgré. Pas parce que, mais malgré.
On a aussi vu que peu de pères qui sont divorcés s'occupent de leurs enfants. Et nous avons ensemble compris que quand on regarde les personnes qui dérangent dans la société, la plupart ont des parents qui ont vécu une situation de divorce. Et ça impacte leur vie de jeune. Nous avons aussi malheureusement compris que dans les milieux chrétiens, le divorce est en train de s'installer comme un mode de vie. On a de plus en plus des hommes de Dieu, des pasteurs qui divorcent. On a de plus en plus des hommes de Dieu qui s'engagent dans la voie de la séparation. Ils pensent que leur mariage a été mal fondé, donc il faut refonder un nouveau mariage. Toutes ces choses-là concourent à augmenter le taux de divorce. L'autre élément que j'ai eu d'une étude américaine, c'est que dans l'Église est séparée de deux grands groupes. Les fidèles et les born again. Les fidèles et les nés de nouveau. Les fidèles et les chrétiens. Tous ceux qui entrent à l'Église ne sont pas chrétiens, il faut qu'on se le dise. Mais tous sont fidèles de la communauté, ils sont chrétiens dans le sens de l'appartenance, mais pas dans le sens de l'engagement personnel. Et une étude a démontré aux États-Unis qu'il y a plus de divorces chez les born again que chez les non engagés. Et c'est une sonnette d'alarme. Qu'est-ce qui peut justifier que des personnes qui sont mieux organisées, qui ont le meilleur enseignement, sombrent dans le divorce? C'est pour cela qu'aujourd'hui, il était important qu'on évoque ces 12 points-là, avant de dire à la fin quelques éléments de travail qu'on peut faire. Nous avons dit que la première chose, c'était le manque de connaissances au sujet du mariage. Les gens se marient dans la débrouillardise. Les gens ont du mal à se faire former pour le mariage. Et je rappelle que nous avons un curriculum de 13 modules. Je n'ai pas dit 13 enseignements, j'ai dit 13 modules d'accompagnement des fiancés au mariage. 13 modules. Ils sont disponibles. Si vous êtes fiancé au moment où vous nous écoutez, ça peut se faire à distance, ça peut se faire en présentiel, ça peut se faire même dans un groupe. Mais il y en a 13. C'est un coaching qui est payant, ce n'est pas un coaching gratuit. Parce que là, c'est le coaching, ce n'est pas le mentoring, c'est le coaching. 13 modules pour avoir la connaissance sur l'institution qu'est le mariage et entrer dans le mariage avec un minimum de connaissances. Nous avons parlé de l'égoïsme sous toutes ses formes, qui est une des choses qui mène au divorce. Nous avons parlé de manque de communication et de mauvaise communication. Nous avons parlé de la jalousie comme quatrième élément, la jalousie maladive. Nous avons parlé du manque de romance dans la relation conjugale. Nous avons parlé en sixième position de la procrastination de toutes les situations qui se posent dans la relation conjugale. On commence à avoir sérieusement des soucis avec notre connexion. Alors là, c'est revenu. Je crois que c'est revenu. Et qu'on peut poursuivre. Ok, je crois que c'est revenu. On était en train de conclure. On était au 10e point sur la gestion des conflits. Maintenant, le 11e point, c'était la mauvaise gestion des finances. Mauvaise gestion des finances, parce qu'on avait dit que ça devrait durer 1 heure. Nous avons déjà dépassé 1 heure de quelques minutes. Et puis, nous avons terminé par le refus du pardon. Le refus de pardonner l'autre. Alors, comme solution, il est important de préciser que quand on se marie, on n'a que 2 choix qui sont possibles. On a le choix de l'unité ou le choix de se divorcer. Donc, on a soit on reste ensemble, soit on divorce. Le plan de Dieu, lui, c'est un plan de avancer ensemble, avancer vers l'unité. Dès qu'on se met ensemble, de manière spirituelle, Dieu nous unit. Il dit lui-même qu'il ne faut pas séparer ce qu'il a joint. Il ne faut pas séparer ce qu'il a joint. On a quelques difficultés. Plusieurs personnes ont des difficultés à se reconnecter au streaming. Mais ça va certainement aller. Dites-moi un petit mot pour savoir si ça va. Est-ce que vous nous suivez? Est-ce que ça va là-bas chez vous?